Bonjour à tous, nous sommes le mardi 14 octobre 2025 et notre cher ami, le professeur Mohammad Marandi, est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Bonjour Nima, merci de m'avoir invité. Permettez-moi de commencer, professeur Marandi, par le volet pacifique, le soi-disant volet pacifique. Nous savons que l'Iran a décidé de ne pas participer à ce qui s'est passé en Égypte. Quels étaient les principaux points derrière la décision de l'Iran de ne pas participer au sommet? Je pense que c'est clair. Les Iraniens ont estimé qu'ils ne devaient pas du tout en faire partie, car, comme vous le suggériez, ce n'est pas vraiment un plan de paix. C'est un plan visant à forcer les Palestiniens à capituler et à se rendre. La résistance, bien sûr, a pris la bonne décision. Le Hamas, le djihad islamique palestinien et d'autres groupes se sont réunis et ont rédigé une réponse très bien construite pour empêcher Trump d'avoir le moindre prétexte pour intensifier la situation. Et je pense que la première étape du plan sera probablement mise en œuvre. Nous avons déjà vu que les Israéliens ont tué 5 autres Palestiniens il y a quelques heures. Mais nous avons vu l'échange de prisonniers et un retrait partiel du régime israélien. Je ne prévois pas que ce plan soit mis en œuvre dans les phases ultérieures. Ce n'est tout simplement pas faisable. La résistance ne va pas abandonner ses armes, car elle sait que les Israéliens les massacreraient. Et aucun des pays qui ont participé à cette comédie hier ne va arrêter le régime. Tous ces acteurs régionaux, Erdogan, le régime dirigé par le Fatah, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats et l'Arabie saoudite. Aucun d'eux ne va rompre les liens qu'ils entretiennent actuellement. Ils ne vont pas arrêter les affaires qu'ils mènent. Ils vont continuer comme si de rien n'était. Ils font cela depuis quelques années déjà. Ainsi, le Hamas reconnaît qu'il a besoin de ces armes. Et l'Iran, afin d'éviter que cela ne légitime l'occupation et le régime d'apartheid, a refusé d'y assister. Et bien sûr, c'était une décision très intelligente. Nous avons vu comment Trump a essentiellement humilié dirigeant après dirigeant. C'était embarrassant à regarder. Je pense qu'il a embarrassé le peuple américain et les Palestiniens lorsqu'il s'exprimait devant la Knesset. Il a humilié les États-Unis et a essentiellement montré qu'Adelson, un milliardaire sioniste aux États-Unis, est celui qui tire les ficelles. Et cette personne, lui et sa femme, était essentiellement la raison pour laquelle les Américains ont accepté le plateau du Golan comme faisant partie du régime israélien. Pourquoi Jérusalem, ou Al-Quds, est devenue la capitale d'Israël selon les États-Unis, et ainsi de suite. Donc, tandis que cela représentait une humiliation pour les États-Unis, le Caire a été une humiliation pour tous ces chefs d'État et hauts responsables qui y ont participé. Et je pense que l'Iran a fait un choix très intelligent en ne participant pas pour toutes ces raisons. Premièrement, parce que c'était un spectacle comique, et deuxièmement, parce que Trump a commis un génocide. Il est le partenaire génocidaire de Netanyahou. Et bien sûr, il a mené des frappes aériennes contre l'Iran en soutien à Netanyahou. Et ce n'est pas un plan de paix, c'est une tentative de soumettre le peuple palestinien. Donc je pense que chacune de ces raisons à elle seule aurait suffi pour que l'Iran ne participe pas. Et je pense que maintenant, j'ai parlé à de nombreuses personnes aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont regardé différents extraits d'hier. Et tout le monde, sans exception, m'a dit que c'était une bonne chose que le président ou le ministre des Affaires étrangères ne soit pas allé. Certaines personnes qui, ces derniers jours, insistaient pour que le président y aille et qui ont écrit des articles dans les journaux ou sur des sites web sont aujourd'hui profondément embarrassées. Vous savez, en ce qui concerne la prestation de Donald Trump hier en Israël,
J'ai reçu Paul Craig Roberts dans ce podcast et nous avons aussi entendu Tucker Carlson. Selon eux, Netanyahou dirige en gros les affaires à Washington en ce qui concerne le Moyen-Orient. Mais c'était incroyable de voir Donald Trump puis sa fille en parler. On n'arrive pas à croire comment cet homme agit de cette façon. Il rabaissait la position des États-Unis et je ne vois pas quel avantage Trump pouvait tirer en allant dans cette direction. Parce que ça prouve simplement que tous ceux qui disaient que Netanyahou dirigeait les choses à Washington avaient raison. Oui, exactement. Il a essentiellement prouvé ce que Tucker Carlson avait dit, que Netanyahou, Tucker Carlson disait que Netanyahou affirmait être celui qui décidait. Et il prouve que Netanyahou avait raison, qu'il est effectivement celui qui prend les décisions. Et je pense que l'un des moments les plus humiliants a été lorsqu'il a dit que sa fille avait renié le christianisme et le Christ au nom d'Israël, au nom du régime israélien, au nom de ce régime génocidaire et monstrueux. Ce n'était pas parce qu'elle pensait ou qu'il disait qu'elle croyait que le judaïsme était supérieur au christianisme. Il a dit que c'était à cause de son amour pour Israël. Et donc, ce régime génocidaire d'apartheid, ce régime ethno-suprémaciste et monstrueux qui subjugue le peuple palestinien depuis des décennies, c'est ce régime qui est la raison pour laquelle elle a abandonné le christianisme pour le sionisme. Et ensuite, il va littéralement s'en vanter devant la Knesset. J'ai trouvé cela honteux. Je veux dire, j'ai trouvé cela au-delà du honteux. Laissez-moi dire quelque chose, parce que le président de la Knesset a déclaré que Donald Trump est le Cyrus le Grand de notre époque. Quoi? Vous savez, cet homme était iranien. Je parle de Cyrus le Grand. Ses compatriotes iraniens sont attaqués, soumis à des sanctions. Ils ont été menacés par l'administration Trump. Ils ont été attaqués par les Israéliens. Alors comment peuvent-ils dire cela? Quel rapport entre Cyrus le Grand et Donald Trump? Je ne vois vraiment pas. Trump est ignorant. Il ne sait pas grand-chose sur quoi que ce soit. Et c'est pour cela qu'ils exploitent son ignorance. Ils essayent simplement de le rendre heureux et de le faire se sentir plus redevable envers eux afin qu'il fasse ce qu'ils disent. Tout tourne autour de son ego. Ils savent ce qu'ils doivent faire et bien sûr, ils le contrôlent de toute façon. Nous avons vu dans son discours à la Knesset que Netanyahou et les sionistes sont aux commandes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, il a même dit qu'Adelson l'appelait, voulait le voir, et qui répondait « Écoutez, je suis le président, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Mais il y allait quand même. Ça montre simplement qu'il n'est pas le patron. Il l'admet. Il admet que ces gens décident à sa place. Et en parallèle, il flatte son ego, le font se sentir important. Il est obsédé par lui-même, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de lui donner l'impression qu'il est perçu comme une grande figure historique. Et cela suffit. Son obsession pour le prix Nobel de la paix, à mon avis, est une honte. À ce stade, n'importe qui ayant dit ne serait-ce qu'un centième de ce qu'il a dit à propos du prix Nobel de la paix aurait été embarrassé. Tout le monde le sait, mais il continue de lui dire « Vous méritez le prix Nobel de la paix ». Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est ainsi qu'ils peuvent le rendre heureux avec eux et le pousser à les écouter et à faire ce qu'ils veulent. Certaines personnes en Iran, des gens naïfs, vous savez, certains universitaires mais très naïfs, pensent que si l'Iran faisait la même chose, cela changerait la relation irano-américaine. Mais bien sûr, c'est absurde. Trump, il flatte son ego, mais ils doivent appartenir au camp sioniste. Ils doivent être du côté du régime israélien. Cela ne fonctionne pas autrement. Il a demandé au président d'Israël de gracier Netanyahou.
Beaucoup de gens, je parle avec des gens qui, eh bien, vous savez, ils déclarent en gros, regardez, je fais partie de ce génocide. Ils disaient quel type d'armes nous avions fournies, des armes dont j'ignorais même l'existence. Ils crient, ils hurlent, en disant, regardez, s'il vous plaît, comptez-moi comme un partenaire de cet holocauste. J'ai fait partie de cet holocauste. Donc il s'en attribue la responsabilité, ce qui est extraordinaire, car cela figurera dans les livres d'histoire. Nous en discutons depuis longtemps, mais ce qui s'est passé à Gaza, et ce qui très probablement continuera de se produire à l'avenir, nous verrons, entrera dans les livres d'histoire comme un génocide, comme un holocauste. Le régime israélien ne pourra jamais échapper à cela. On s'en souviendra pendant des décennies. Ils ne pourront plus jamais se cacher derrière ce qu'ils appellent l'antisémitisme. Plus personne n'y croira. Ils ne peuvent plus s'en servir. Ils ne peuvent pas continuer à parler de l'Holocauste et à l'utiliser comme excuse pour leur comportement. Cela ne fonctionne plus. Ils ont détruit leur image et leur crédibilité. Et les gens ont beaucoup appris sur la question palestinienne au cours des dernières années. Beaucoup de jeunes ont lu et regardé des documentaires et des articles sur qui sont les Sémites. Les gens savent maintenant que les Israéliens viennent d'Europe, les Juifs ashkénazes. Netanyahou est polonais. L'ancien ministre de la Défense, je crois qu'il est polonais lui aussi. Le président, ils viennent tous d'Europe. Le chef de l'opposition vient d'Europe. Ils sont tous européens. Les Juifs non ashkénazes viennent pour la plupart de différentes régions d'Europe, d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord. Ce ne sont pas eux, les Sémites, ce sont les Palestiniens qu'ils sont. Les gens le savent maintenant. D'un autre côté, les gens ne vont pas accepter qu'un crime commis par les nazis au milieu du XXe siècle serve d'excuse pour l'Holocauste à Gaza, qui à bien des égards est bien pire parce qu'il se déroule sous les yeux du monde, sans honte. Nous avons vu des images de soldats parlant fièrement de leur caractère génocidaire et de leurs dirigeants expliquant qu'ils allaient exterminer ces Amalécites. Tout cela est documenté. Cela s'est déroulé sous les yeux du monde entier, jour et nuit. Ainsi, le régime israélien n'a plus la possibilité ni la capacité d'utiliser cela. Et quand Trump sort et essaie de revendiquer un rôle, bien sûr, il était profondément impliqué. Quand il sort et dit « Regardez, j'ai fait partie de cet holocauste », cela le détruit. Et cela couvre également de honte tous ceux qui sont allés en Égypte. Tous ceux qui étaient là, tous, ils ont aidé ce monstre à blanchir ses crimes. Ils l'ont tous aidé à blanchir ses crimes. C'est plus qu'une gêne. Aucun des dirigeants présents n'avait le droit d'être là. Y compris Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas est le chef de l'OLP et il est basé en Cisjordanie. Mais quel rapport a-t-il avec Gaza? Et qu'a-t-il fait pour Gaza et pour le peuple gazaoui jusqu'à présent? Quelle était la nécessité de sa présence là-bas? En examinant les 21 points du soi-disant plan de paix, on ne voit aucun signe que les États-Unis ou l'une des parties participant au sommet reconnaissent le droit du peuple palestinien à décider de son propre avenir. Comment peut-on appeler cela un plan de paix? Ou prétendre qu'il s'agit d'un processus vers la paix? Mahmoud Abbas est un geôlier au service du régime israélien. Il fait leur sale travail à leur place. Il a été acheté il y a longtemps, tout comme les gens qui l'entourent. Pendant ce génocide, il a insulté la résistance. Pendant ce temps, les Israéliens ont pris d'immenses portions de territoire en Cisjordanie, et il n'a rien fait pour l'empêcher. Son peuple en Cisjordanie a été de plus en plus affaibli par le régime israélien au cours des derniers mois, et il est resté les bras croisés. Mais ce qui me dérange, c'est que ces chefs d'État, venus de pays de la région et d'ailleurs, se sont rendus en Égypte pour célébrer Trump.
pour célébrer ce monstre qui a contribué au massacre de centaines de milliers de Palestiniens par la famine. Nous apprendrons progressivement les chiffres réels, mais je pense que les morts se comptent par centaines de milliers, car beaucoup sont encore sous les décombres. Le véritable nombre inclut aussi ceux qui sont morts de maladies, des personnes atteintes de cancer, par exemple, ou d'autres affections graves qui n'avaient plus accès aux médicaments. Ils sont tous morts. Certains blessés ont ensuite développé des infections et, sans médicaments, ils sont morts eux aussi. Je veux dire, quand nous regarderons en arrière sur les 2 dernières années, les chiffres montreront, en se basant sur ce qui se passe dans des sociétés normales, combien de personnes sont réellement mortes. Mais j'imagine que le nombre est bien supérieur à 60 000 ou 70 000. Donc ces gens qui y sont allés lui donnaient en quelque sorte un passe-droit. Ils donnaient un passe-droit à Trump après ce qu'il avait fait. Et nous savons que ce n'est pas fini. Comme je l'ai dit plus tôt, juste avant l'émission aujourd'hui, j'ai lu que 5 autres Palestiniens avaient été assassinés. Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose à ce sujet? Est-ce que l'un de ces dirigeants qui ont participé hier à cette émission comique avec Trump va faire quelque chose à ce sujet? Bien sûr que non. En réalité, les Yéménites, les Houthis, ont déclaré qu'ils rejetaient l'optimisme entourant le plan de paix. Ils renforcent leur armée parce qu'ils veulent être prêts si quelque chose se produit à Gaza. Penses-tu qu'ils vont, s'ils prennent les otages ou les prisonniers, recommencer à attaquer les civils et à détruire Gaza encore une fois? Je ne sais même plus ce qu'ils peuvent encore y détruire. Mais il semble que l'objectif final soit simplement de chasser les habitants de Gaza. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec tout ce spectacle en Israël et en Égypte, que se passera-t-il si Netanyahou décide, le lendemain de la libération de tous ses prisonniers, d'attaquer Gaza à nouveau? Eh bien déjà, ils ont tué 5 personnes aujourd'hui. Alors pourquoi devrions-nous avoir confiance qu'ils vont arrêter de tuer? Depuis le cessez-le-feu au Liban, celui que le régime israélien a demandé, lorsqu'il a été signé avec des garants occidentaux, le régime israélien est ensuite entré au Liban et a commencé à occuper des zones qu'il n'avait pas pu prendre pendant la guerre. Ce n'est qu'après le cessez-le-feu que les Européens et les Américains leur ont permis d'y pénétrer. Et bien sûr, le gouvernement complice imposé au peuple libanais par les États-Unis et les Saoudiens faisait également partie de tout cela. Mais depuis lors, le régime israélien assassine des civils libanais presque quotidiennement. Il y a seulement quelques semaines, ils ont tué une famille libano-américaine, 3 enfants, nés aux États-Unis, citoyens américains, ainsi que leur père, un libano-américain. Ils les ont tués dans le sud. L'ambassade des États-Unis a-t-elle fait quoi que ce soit à ce sujet? Les médias occidentaux? Quelqu'un aux États-Unis s'en est-il indigné? Bien sûr que non. Ils tuent donc des citoyens libanais presque chaque jour. Au cours de la dernière semaine, ils ont tué plusieurs Libanais. Les garants vont-ils faire quelque chose à ce sujet? Les Européens? Non, bien sûr que non. Ils en font partie. Ils font partie de ce génocide. Ils font partie de l'agression contre le Liban. Il n'y a donc aucune raison de croire ou d'avoir confiance dans le fait que le cessez-le-feu à Gaza tiendra. Et même s'il tient, d'accord, qu'est-ce que ça signifie pour Gaza? Permettront-ils aux gens de reconstruire? Les Israéliens occupent encore plus de 50% du territoire. Permettront-ils aux gens de reconstruire leur vie? Permettront-ils à la nourriture et au matériel d'entrer? Ils bombardent des machines au Liban pour empêcher les gens de reconstruire leurs maisons, parce qu'ils veulent procéder à un nettoyage ethnique du sud du Liban.
C'est leur plan, c'est leur objectif. Alors, vont-ils laisser Gaza redevenir normal? Je n'ai aucun doute qu'ils ne le feront pas. Et Trump essaiera de désarmer la résistance, à la fois au Liban et à Gaza. Et bien sûr, ses agents au Liban et dans toute la région tenteront de l'aider à y parvenir. Nous savons ce qui s'est passé et qu'Erdogan collabore. Nous savons que les Saoudiens exercent une forte pression sur le gouvernement libanais pour qu'il se désarme. Bien sûr, après les bombardements du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats, ils sont plus inquiets qu'auparavant. Et les choses ont changé au Liban, du moins pour le moment. C'est une bonne chose. Mais en général, les États-Unis vont faire pression sur leurs mandataires et alliés régionaux pour permettre au régime israélien de faire tout ce qu'il veut. Je ne suis donc pas optimiste à propos de Gaza. Mais je pense que le Hamas a fait ce qu'il fallait. Je pense que le Hamas a été très intelligent et que ses alliés l'ont été aussi. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et je pense qu'à long terme, si cette guerre génocidaire reprend, ce sera bien pire pour le régime israélien qu'auparavant. Parce que le monde est tout simplement, vous savez, écœuré. Et si cela recommence, cela rendra les gens encore plus indignés, car ils espéraient que c'était terminé. Et Trump avait promis que ce serait terminé. Donc si ce n'est pas le cas, si le régime israélien relance la guerre, alors Trump sera humilié. Encore une fois, cela montrera qu'il n'est personne. Mais aussi, le monde entier sera indigné à un niveau différent de celui d'avant. Deux signes. Le premier, c'est qu'ils ne prennent pas au sérieux l'État de Palestine. Le second, c'est qu'ils affirment que la reconstruction de Gaza ne se fera qu'après le désarmement du Hamas. Il semble qu'ils ne vont rien faire pour aider les Gazaouis. Non, non. Un peu de nourriture entrera pendant un certain temps, puis nous verrons. Ensuite, il y aura une impasse. Maintenant, comment cette impasse va-t-elle se dérouler? Je ne sais pas. Le génocide pourrait reprendre dans quelques jours. Cela pourrait prendre des semaines, des mois, peut-être un an, je n'en sais rien. Cela pourrait prendre des années, je n'en ai aucune idée. Mais ils vont imposer une misère au peuple de Gaza d'une manière qu'ils n'avaient pas connue avant le 7 octobre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'ils reprennent le génocide ou non, tu sais. De temps en temps, ils tueront probablement quelques Palestiniens. L'Occident l'ignorera. Les médias occidentaux détourneront le regard pour le moment. Ils laisseront entrer un peu de nourriture. Mais penses-tu qu'ils vont leur permettre de reconstruire leurs maisons, leurs rues, leurs écoles? Je ne le crois pas. Il semble que Netanyahou ait envoyé un message à l'Iran qui a été transmis, ou que l'Iran ait d'une manière ou d'une autre reçu le message par le président russe, selon lequel il ne prévoit pas d'attaquer l'Iran. De quoi s'agit-il exactement? Penses-tu que quelqu'un en Iran se soucie de ce que dit Netanyahou? Non. Personne ne prendra cela comme une raison de se sentir en sécurité, que le régime ne mènera pas de frappe aérienne. En réalité, cela rendrait probablement les gens encore plus convaincus que le régime israélien attaquera. Mais il y a quelque chose de positif là-dedans, et je pense que c'est une décision intelligente de la part du président Poutine. Il n'a pas seulement transmis ce message aux Iraniens, il l'a dit publiquement. Ainsi, si Netanyahou lance une attaque contre l'Iran, cela ne plaira pas aux Russes, car Netanyahou aura en fait menti au président russe. Le coût augmenterait, il serait plus coûteux pour le régime israélien de mener une nouvelle attaque éclair. Est-ce une raison d'être optimiste? Non. Les Iraniens, à l'heure où nous parlons, se préparent à la guerre. Et d'après ce que je comprends, l'Iran est aujourd'hui plus prêt qu'il ne l'était au moment où la Blitzkrieg a été menée.
Les capacités de l'Iran aujourd'hui, ainsi que sa position, sont meilleures qu'à l'époque. Et si le régime israélien attaque, il sera frappé plus durement en retour. Souviens-toi, Nima, quand la guerre a commencé, et même avant, moi et d'autres avons toujours dit que la République islamique d'Iran jouit d'un haut degré de légitimité aux yeux du peuple. Ces analystes de l'Iran en Occident, ces soi-disant experts de l'Iran, ont toujours affirmé que le régime est impopulaire, que le peuple déteste le régime. Et ils ont contribué à l'illusion ou au fantasme du régime israélien selon laquelle l'Iran était sur le point de s'effondrer. Ils ont donc aidé le régime israélien. Ils faisaient partie des raisons pour lesquelles l'attaque contre l'Iran a été menée, même si nous savions qu'une telle chose n'arriverait pas. Ces gens qualifient constamment l'Iran de régime et parlent de son impopularité. Et même ceux qui ont de bonnes intentions portent une part de responsabilité. Assimiler l'impopularité d'un gouvernement ou d'une administration en raison de la situation économique en Iran au rejet du prétendu régime ou au rejet de l'État ou de la République islamique d'Iran n'est pas la même chose. Sinon, en ce moment, nous devrions appeler la France un régime, parce que presque tout le monde déteste le président français ou le régime allemand qui serait soi-disant illégitime et devrait s'effondrer. Je veux dire que c'est le régime et non le gouvernement qui devrait s'effondrer parce que presque tout le monde déteste le chancelier. Et c'est la même chose au Royaume-Uni. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, tout comme dans ces pays. En fait, je pense qu'il est juste de dire que l'Iran est plus stable que ces trois pays et que l'État iranien est plus légitime aux yeux de sa population que ces trois régimes ne le sont aux yeux de leur propre peuple. Mais le point essentiel, c'est que l'impopularité d'un gouvernement ou d'une administration, en raison de difficultés économiques ou autres, ne signifie pas que les gens vont descendre dans la rue pour renverser l'État ou le considérer comme illégitime. Beaucoup de gens en Iran sont mécontents du gouvernement. Ils sont insatisfaits de leur situation économique. La majorité l'est. Mais la majorité des Iraniens considèrent encore la République islamique d'Iran comme l'État légitime. Et ces personnes, lorsque l'ennemi attaque, ne se contentent pas simplement de se rassembler. Ce n'est pas comme partout ailleurs dans le monde où les gens se rassemblent autour du drapeau. Quand les Américains ont attaqué l'Irak, Saddam a-t-il pu résister? Les gens se sont-ils rassemblés autour du drapeau? Ils ont été vaincus au Koweït, et plus tard le régime a été défait lors de l'invasion. Non, les gens ne se sont pas rassemblés autour du drapeau. Quand les Américains ont envahi l'Afghanistan après le 11 septembre, les gens se sont-ils rassemblés autour des talibans? Non, les talibans ont été facilement vaincus et ont dû fuir. Ainsi, les gens ne se sont pas ralliés à eux. C'est la même chose. Si les gens ne considèrent pas l'État comme légitime, ils ne se mobiliseront pas pour le protéger. L'histoire ne montre pas le contraire. Mais s'ils le perçoivent comme légitime, alors ils se lèveront et se battront, que ce soit au Vietnam, lors de la tentative d'invasion de Cuba ou ailleurs. Quand les gens voient l'État comme légitime, ils se lèvent pour le défendre. Nous savions que cela arriverait. L'Occident s'est trompé dans ses calculs. Mais la prochaine fois, ce sera pire, car les Iraniens ont désormais davantage confiance en leurs capacités. La guerre de 12 jours a montré au peuple iranien que sa dissuasion fonctionne et que le régime israélien a dû reculer, tout comme Trump a dû reculer. Professeur Marandi, j'ai récemment regardé une interview avec Ali Shamkhani. C'est un ancien ministre de la Défense iranien. Et il est très important, l'un des principaux responsables à mon avis. Et il est très proche du dirigeant iranien. Et quand on regarde ce qu'il a dit, c'était quelque chose de nouveau pour moi.
Pendant la guerre de 12 jours, l'Iran n'a pas décidé de s'engager totalement pour détruire ou vaincre Israël. L'Iran a décidé de punir Israël. C'était l'objectif. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Eh bien, il n'était pas seulement le ministre de la Défense. Plus important encore, il a ensuite occupé le poste de président du Conseil suprême de sécurité nationale pendant, je crois, environ une décennie, jusqu'à il y a peut-être 3 ans. Donc tu as raison, c'est une figure importante. Et il faisait partie des personnes visées par le régime israélien. Ils ont essayé de le tuer chez lui. Oui, je crois que nous en avons déjà parlé, ou peut-être que je l'ai mentionné ailleurs. Après la guerre, certaines personnes se demandaient pourquoi l'Iran n'avait pas continué. L'Iran n'a pas continué parce que son objectif était de vaincre le régime, mais pas de provoquer un bain de sang dans la région. Pour l'Iran, l'objectif est que le régime israélien s'effondre progressivement de l'intérieur. Vous savez qu'il s'agisse de 20 missiles tirés par l'Iran ou, je ne sais pas, de centaines de missiles. Même s'il en avait tiré 100 ou 200 de plus, il y aurait eu davantage de dégâts, mais le régime israélien serait toujours là. Ce que l'Iran voulait faire, c'était montrer la faiblesse du régime. Il voulait aussi préserver sa force, car il ne savait pas combien de temps la guerre allait durer. Pendant la guerre, je ne pensais pas qu'elle serait si courte. Je pensais que le régime israélien allait continuer pendant très longtemps. Ainsi, les Iraniens ne savaient pas jusqu'où ils devaient aller, à quel point ils devaient frapper fort, combien de missiles ils devaient utiliser, ce genre de choses. Mais l'objectif, c'est la mort par 1000 coupures. C'est cela, l'objectif, affaiblir le régime israélien. En Occident, on aime dire que l'Iran et l'axe de la résistance ont été affaiblis. Mais si l'on regarde les points marqués par les deux camps, le régime israélien a perdu. Que ce soit au Liban, si l'on met tout ensemble, au Liban, à Gaza, au Yémen et en Iran, le régime israélien a perdu parce qu'il a perdu sa légitimité aux yeux du monde. Son économie est en ruine, son peuple a souffert, mais le plus important, c'est qu'il a perdu la légitimité perçue qu'il avait aux yeux du monde. Donc, ce sont eux les grands perdants dans toute cette affaire, pas l'Iran. Et ce qui finira par vaincre le régime israélien, ce qui finira par y mettre un terme, ce sont les actions du régime lui-même. Vous savez, on tire quelques missiles supplémentaires et les gens dans le monde entier s'en réjouissent. Je comprends cela. Partout dans le monde, les gens acclamaient l'Iran. Nous l'avons vu. Nous avons vu des gens créer des chansons sur Tel Aviv et ainsi de suite, en Chine, en Occident. Des centaines de millions de personnes ont regardé et écouté ces chansons. Oui, c'est vrai. Mais au bout du compte, ce qui fera tomber le régime, c'est son humiliation aux yeux du monde et sur de multiples champs de bataille. Chaque mort palestinienne, chaque meurtre, est un clou de plus dans le cercueil du régime israélien. L'histoire de Netanyahou, je suis très confiant que l'histoire montrera que Netanyahou et le régime actuel à Tel Aviv sont ceux qui auront initié la destruction d'Israël. Mais ce n'est pas quelques missiles supplémentaires qui vont le détruire. S'il frappe à nouveau l'Iran ripostera plus durement. L'Iran est aujourd'hui bien plus préparé. Il frappera plus fort, il les punira davantage, et il sera plus difficile de mener une guerre éclair avec le même succès qu'ils ont eu la dernière fois, en bombardant les maisons des gens et en massacrant des familles. Ce sera plus difficile, ils sont plus prudents cette fois-ci. Mais bien sûr, la guerre reste la guerre. L'Iran sera blessé, c'est ce qui arrive en temps de guerre. Je veux dire, l'Iran fait face, Nima. L'Iran fait face à 50, 60 pays. Disons 50 pays.
Tout l'Occident est avec le régime israélien. Ils sont avec ce monstre génocidaire. Et puis les pays de la région, ils sont avec lui. Ceux qui sont allés en Égypte, presque tous sont avec le régime israélien. Leur territoire est utilisé par les Américains pour aider le régime israélien, que ce soit Erdogan, que ce soit Aliyev, que ce soit le Qatar, que ce soit les Émirats, peu importe. Leur territoire est utilisé par le régime israélien. Ils collaborent tous d'une manière ou d'une autre. Tu as vu l'article du Washington Post, j'en suis sûr. Pendant ces 2 années de génocide, les régimes arabes du Golfe Persique collaboraient avec les États-Unis et Israël contre l'Iran et contre les tunnels. Pourquoi les tunnels? Pourquoi les tunnels? Donc tu sais, l'Iran ne se bat pas seulement contre le régime israélien. Il ne se bat pas uniquement contre le régime israélien et les États-Unis. Il se bat contre leurs alliés et leurs collaborateurs. Ces collaborateurs, qu'ils fassent partie d'un régime de l'OTAN, du Golfe Persique, du Nord ou de l'Irak, restent des collaborateurs. Ainsi, les Iraniens doivent tenir compte de tout cela. Mais en fin de compte, la chose la plus importante est que de grandes avancées ont été faites pour délégitimer le régime. Même si tous ces pays qui ont participé à cette farce en Égypte ont contribué à réhabiliter le régime parce qu'ils ont tenté de réhabiliter Trump. Et c'est un crime impardonnable, un crime impardonnable, un crime impardonnable. Mais en tout cas, l'Iran considère cela comme un gain à long terme. Et il voit que finalement, la mort du régime, la mort de l'apartheid en Palestine, viendra par 1000 coupures. Ce n'est qu'alors que les chrétiens, les musulmans et les juifs pourront vivre en égaux sur cette terre. Vous avez mentionné que pendant la guerre de 12 jours, la stratégie de l'Iran consistait à affaiblir Israël. En l'attaquant, ils ont tenté de l'affaiblir de l'intérieur, ou dans l'esprit de ceux qui soutiennent Israël et le considèrent comme très fort. Mais pensez-vous que l'Iran changerait de stratégie si Israël décidait d'attaquer à nouveau l'Iran? Reconsidérerait-il leur approche? Car l'objectif principal, comme nous le savons, est que l'Iran a décidé de ne pas attaquer les États arabes de la région. L'Iran a choisi cette orientation et a également décidé de limiter le nombre de missiles envoyés vers Israël pour des raisons stratégiques. Mais qu'en est-il de cela? Vont-ils changer? Ou l'Iran est-il déjà en train de modifier sa stratégie si Israël attaque de nouveau? Eh bien, tout d'abord, tant qu'il n'y a pas de menace sérieuse contre l'Iran, il n'y a aucune raison pour que l'Iran interrompe le flux de pétrole. Mais souvenez-vous, les capacités militaires de l'Iran ne sont pas centrées sur le régime israélien. Frapper le régime israélien et le vaincre dans une guerre est une distraction pour l'armée iranienne. Les véritables capacités militaires de l'Iran sont concentrées sur le Golfe Persique, le détroit d'Ormuz et l'océan Indien, ou la mer d'Oman. C'est là que se trouve la priorité. Pourquoi? Parce que surtout depuis le 11 septembre, les Iraniens estiment qu'il existe une menace venant des États-Unis, une menace d'attaque américaine. Ainsi, toutes ces bases de missiles souterraines qu'ils ont construites, la plupart ont été conçues pour le Golfe Persique. Et je suis sûr que vous avez vu ces bases souterraines pour drones sous-marins et toutes sortes de drones conçus pour le Golfe Persique. Si Ansar Allah peut fermer la mer Rouge, il ne fait aucun doute que l'Iran peut fermer le Golfe Persique. Il n'a même pas besoin de bloquer le détroit d'Ormuz. Si l'Iran décide de le fermer, il sera fermé. Et il ne sera pas fermé seulement une semaine ou 2. Ils peuvent le fermer définitivement. Mais l'Iran ne veut pas en arriver là, car il ne veut pas nuire à l'économie mondiale. L'Iran est en réalité le garant de l'économie mondiale. L'Iran protège le Golfe Persique malgré l'agression occidentale, malgré le fait que le Qatar soit complice de cette agression. Les Émirats sont complices.
Bahreïn est complice. Ces régimes despotiques, ils sont complices. Les bases américaines au Koweït et dans toute cette région sont utilisées contre l'Iran, mais l'Iran continue de protéger la région du Golfe Persique ainsi que le flux de pétrole, de gaz et d'autres marchandises. Les principales capacités de l'Iran sont dirigées vers le Golfe Persique. Ainsi, comme nous l'avons vu, après avoir vu ce que l'Iran a fait au régime israélien et forcé Netanyahou à supplier Trump de mettre fin à la guerre. Comme l'a dit Steve Bannon, je l'ai entendu le dire 2 fois, la véritable histoire est qu'après 7 ou 8 jours, Netanyahou est devenu désespéré et a voulu que Trump mette fin à la guerre. Trump a continué d'envoyer des messages à l'Iran et l'Iran les a continuellement rejetés. Il a fait quelques concessions et finalement, après 12 jours, l'Iran a accepté un arrêt ou une cessation des hostilités. Ainsi, si l'Iran peut vaincre le régime israélien avec ses missiles à longue portée, imaginez ce que l'Iran peut faire dans le Golfe Persique. Il peut faire bien plus, bien plus. Et c'est quelque chose que les Américains savent. Et ces dictatures familiales arabes du Golfe Persique, elles le savent toutes aussi. Elles savent toutes qu'elles sont complices en l'État, parce qu'elles accueillent sur leur territoire des bases américaines utilisées pour soutenir le régime israélien. La base d'Al-Udeid au Qatar, la base à Bahreïn, toutes servent à protéger le régime israélien. C'est l'objectif. Je pense donc qu'il est évident que les Iraniens ne veulent pas que l'économie mondiale s'effondre. Mais le régime israélien est déterminé à pousser le monde vers la crise. La raison, c'est que le régime israélien est irrationnel. Il ne se soucie de rien. Netanyahou et ses alliés ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Il y a donc une menace, une véritable menace, que s'ils attaquent à nouveau l'Iran, Trump, sous la pression du régime, tente de s'impliquer. Alors, tout est remis en question. Le problème, encore une fois, c'est qu'on revient à la mort par 1000 coupures. L'Iran ne veut pas que la région explose. Parce qu'imaginez, si le Golfe Persique est fermé, non seulement l'économie mondiale s'effondrera, je veux dire, même les États-Unis, leur économie s'effondrera, même s'ils sont autosuffisants en pétrole, mais les prix s'envoleront, les entreprises s'arrêteront. Et dans les pays du Golfe Persique, qui n'ont pas de ressources naturelles, ce ne sont que des déserts avec du pétrole et du gaz. Imaginez ce qui arrivera aux populations là-bas. L'Iran ne veut pas de cela. Donc, la chose intelligente à faire pour les Américains serait de ne pas s'impliquer, peu importe ce que fait Netanyahou. Mais il faut toujours garder à l'esprit que la véritable puissance de l'Iran est orientée vers sa défense contre les Américains et non contre le régime israélien. Je pense que l'un des principaux points qu'Ali Shamkhani évoquait concernait le fait que la puissance militaire de l'Iran est indépendante de tout autre. Vous savez, à l'époque du Shah, l'Iran recevait tout des États-Unis et en était totalement dépendant, tout comme les États arabes de la région le sont aujourd'hui. Ils ne peuvent même pas utiliser les armes que les États-Unis leur fournissent. Ils n'en ont pas le droit. C'est là la différence entre l'Iran et les autres pays du Moyen-Orient. Eh bien, lorsque le régime israélien a bombardé le Qatar, ces missiles ont survolé directement l'Arabie saoudite. Les Saoudiens ont dépensé des milliers de milliards de dollars au fil des décennies pour acheter des armes américaines. À quoi servaient-elles alors? Ils ne savent pas s'en servir. Ils n'ont pas le contrôle de leurs armes. C'est la même chose au Qatar. La base aérienne d'Al-Udeid est toute proche. Quelqu'un a dit que les Américains se concentraient sur l'Iran, donc le radar était orienté vers l'Iran et a manqué le missile. C'est absurde. Les Américains ne laissent pas les Qataris se défendre eux-mêmes. C'est à eux de décider s'ils seront défendus ou non.
Bien sûr, lorsqu'ils ont essayé de se défendre, les Américains et le régime qatari, contre les missiles iraniens, ils ont échoué. 6 des 14 missiles ont atteint leur cible, et nous avons ensuite vu les images. Mais ces pays ne sont pas indépendants. Ils ne font que dépenser de l'argent, tout comme les Qataris qui veulent établir une base aérienne aux États-Unis. C'est juste une autre façon de soutirer de l'argent au Qatar. Pourquoi quelqu'un construirait-il une base aérienne dans un minuscule pays, un point sur la carte appelé Qatar, pour ensuite en ouvrir une autre aux États-Unis? C'est simplement une manière de dépenser encore des milliards de dollars aux États-Unis et de remplir les poches des entrepreneurs américains et autres. Oui, professeur Marandi, nous avons appris grâce à un tweet que vous avez retweeté de tankertrackers.com. Il indique qu'il rapporte que, pour des raisons encore inconnues, la plupart des pétroliers battant pavillon iranien transmettent désormais correctement sur l'AIS sans usurpation d'identité, pour la première fois depuis 7 ans et demi. Nous savons que l'Iran a été soumis à d'énormes sanctions de la part des États-Unis et de l'Occident, et que l'Iran avait décidé d'arborer les pavillons d'autres pays sur ses navires. Mais maintenant, l'Iran a décidé d'utiliser à nouveau son propre pavillon. Quel est le message? Ils ont décidé d'être transparents au sujet de leurs expéditions, de révéler où vont leurs navires. En gros, ils envoient un message clair aux Américains. Mieux vaut ne pas toucher à nos navires. Ils disent, regardez, ce sont nos navires. Voici où ils se trouvent. Chacun d'entre eux est visible sur la carte. Les navires qui transportent du pétrole iranien. Ne les touchez pas. Si vous les touchez, nous vous punirons. C'est un message clair. Ils ne l'avaient pas fait depuis 7 ans et demi, comme vous l'avez dit. Et maintenant, tout à coup, les Iraniens ont changé de stratégie. Et tous leurs navires transmettent ouvertement leur position. Il est clair ce que dit l'Iran. L'Iran se montre très confiant et déclare « Ne touchez pas à nos navires. Nous allons mener notre commerce ouvertement. Et si quelqu'un tente de monter à bord de nos navires, car il a été question que les Américains montent à bord de navires iraniens, s'ils montent à bord de nos navires, alors vous verrez comment nous réagirons. Et souvenez-vous, cela s'est déjà produit. Par le passé, lorsque les Américains sont montés à bord de navires iraniens, les Iraniens ont riposté et ont commencé à arraisonner des navires dans le golfe Persique. Je pense donc que c'est un signe de confiance de la part des Iraniens et un message clair adressé aux États-Unis et à leurs alliés. Professeur Marandi, nous avons entendu le secrétaire général de l'OTAN dire que, lorsqu'il observe la relation entre la Russie et la Chine, il considère la Russie comme le partenaire subalterne et la Chine comme le maître ou le partenaire principal. Comprennent-ils vraiment la réalité de cette relation? Car, en ce qui concerne l'Iran, la Russie et la Chine, ce type de partenariat est nouveau pour eux. Je ne sais pas s'ils sont capables de saisir comment ça fonctionne réellement. Pourquoi cela? Pourquoi est-il si difficile pour eux de comprendre que ces pays savent mettre leurs différences de côté et collaborer pour accomplir quelque chose de substantiel? Il semble que la mentalité européenne soit encore centrée sur l'idée de maître et de petits subalternes. Il s'agit surtout d'essayer d'humilier la Russie et d'insulter le peuple russe. En réalité, la Chine a autant besoin de la Russie que la Russie a besoin de la Chine. Et pour nous tous, pour tous les peuples du Sud global, l'OTAN ne doit gagner nulle part. L'OTAN ne doit pas gagner dans la guerre commerciale. Elle ne doit pas gagner sur le champ de bataille en Ukraine et elle ne doit pas gagner dans son génocide à Gaza. Car il s'agit bien sûr d'un génocide de l'OTAN. C'est un holocauste de l'OTAN. Le régime israélien fait partie de cet appareil de l'OTAN. Et je pense que vous savez, le simple fait qu'Erdogan fasse encore partie de l'OTAN est une insulte au peuple turc, pour ces raisons.
Mais il ne s'agit pas d'une relation de maître à esclave, ni d'une relation subordonnée ou hiérarchique entre la Russie et la Chine, pas plus qu'entre la Russie et l'Iran, ou entre l'Iran et la Chine. Les Chinois savent que si les Israéliens gagnent et détruisent l'Asie de l'Ouest, les États-Unis contrôleront cette région, et cela représente une menace pour la Chine. Les Russes savent aussi qu'ils seraient encerclés par les États-Unis depuis le Sud. Et si la Russie est vaincue, cela signifierait l'expansion de l'OTAN, la présence de l'OTAN dans le Caucase et une menace pour l'Iran. Donc vous savez, les États-Unis sont un régime agressif. L'OTAN est une organisation dangereuse et malveillante, et les régimes membres ne sont pas nos amis. Je veux dire, les peuples, eux, sont nos amis. Le peuple turc aime la Palestine, mais le régime n'est pas un ami de la Palestine. Ce n'est pas un ami de la majorité mondiale, il fait partie de l'OTAN. Nous avons vu Trump dire clairement qu'Erdogan avait toujours été là pour lui. J'ai tweeté cela aujourd'hui aussi, il a toujours été là pour lui. Je pense que c'est une énorme honte d'avoir cet honneur douteux. Donc non, ce n'est pas le cas. La Chine sait que si la Russie perd, alors Trump gagne. Une Russie forte est bénéfique pour la Chine. Une Chine forte est bénéfique pour la Russie. Un Iran fort est bénéfique à la fois pour la Chine et pour la Russie. C'est évident. Et il en va de même pour tout le Sud global. L'Inde le reconnaît. Le Brésil le reconnaît. Parce que tout le monde voit comment l'Occident se comporte. Ils ne les accepteront pas comme des égaux. C'est de cela qu'il s'agit dans tout l'Holocauste à Gaza. Le peuple palestinien n'a aucune importance. Vous avez vu l'Occident collectif, les médias, parler de 20 otages israéliens pendant 48 heures, 72 heures. Ils en ont parlé jour et nuit. Et qui étaient-ils? 20 hommes qui avaient tous servi dans l'armée, ou y servaient encore. Mais il y avait des milliers de Palestiniens, y compris des femmes et des enfants, qui étaient retenus en otage. Pourtant, l'Occident s'en moquait. Aucun de ces journalistes de la BBC, de CNN ou du Washington Post ne s'est concentré là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils sont hiérarchiques. En réalité, ils sont aujourd'hui plus grossiers dans leur racisme qu'ils ne l'étaient au siècle dernier. Ils sont revenus à l'époque d'avant le fardeau de l'homme blanc. C'est simplement un impérialisme grossier et brutal. Juste, vous savez, les écraser et aller de l'avant. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Il n'y a plus de faux-semblants concernant les droits humains, la dignité humaine, les droits des femmes ou la liberté d'expression. Les masques sont tombés. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Oui, le Sud global est sur ses gardes. Ils sont prudents. Et c'est pourquoi les dirigeants qui se sont rendus en Égypte hier ont porté atteinte à la majorité mondiale. Ils ont aidé l'Empire, cet empire mourant. Ils ont tenté de donner de la crédibilité à Trump, pour une raison ou une autre, même si c'était par égoïsme, afin que leur propre régime obtienne de lui quelques concessions. C'était une grave injustice qui a été commise en Égypte. Professeur Marandi, avant de conclure cette session, comment voyez-vous le Hezbollah? Cela fait 1 an depuis l'assassinat de Syed Hassan Nasrallah. Comment évaluez-vous la position du Hezbollah sur les plans militaires et politiques aujourd'hui? Ils sont bien plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient après le cessez-le-feu. Leur popularité est immense. Nous avons vu les éclaireurs se rassembler à Beyrouth dans un stade, plus de 70 000 personnes. Un record mondial a été battu dans ce petit pays. Ils sont résilients et le Hezbollah l'a été aussi. La vérité a éclaté. Ces régimes, comme le Qatar, le régime d'Erdogan et les autres régimes riches en pétrole de la région, qui pendant des années utilisaient le sectarisme pour nuire au Hezbollah, tout en soutenant l'État islamique et Al-Qaïda à la demande des Israéliens et des États-Unis, ont tous été démasqués maintenant.
Nous avons même vu Jolani aux États-Unis avec Petraeus, et comment Petraeus, l'un des hommes les plus malfaisants qui soit, lui disait « Je suis l'un de vos plus grands admirateurs. Dormez-vous bien la nuit. » Tous ceux qui sont intellectuellement honnêtes connaissent la vérité sur la Syrie. Quiconque est intellectuellement honnête sait que Sayed Hassan Nasrallah n'avait pas raison à 95%. Il avait entièrement raison sur ce qui se passait en Syrie. Ceux qui ont détruit la Syrie ont aidé le régime israélien, ils ont aidé les Américains, ils ont aidé l'OTAN contre le peuple palestinien. Ceux qui sont intellectuellement honnêtes, qui ont ouvert les yeux, espérons qu'ils se rattraperont. Ceux qui veulent garder les yeux fermés, qu'ils les gardent fermés. Nous n'avons pas besoin d'eux. Mais le Hezbollah aujourd'hui, le monde sait qui ils sont. Ils se sont sacrifiés, ils ont fait d'immenses sacrifices pour un autre peuple, pas même pour leur propre peuple, pour un autre peuple, afin d'aider le peuple de Gaza. La résistance à Gaza, le Hamas et le djihad islamique se défendaient eux-mêmes et défendaient leur peuple. Le Hezbollah a volontairement fait des sacrifices pour aider à protéger Gaza, afin de détourner les forces armées israéliennes. Et souvenez-vous, le Hezbollah ne possède pas le Liban, contrairement à Gaza, où la résistance contrôle le territoire. Le Hezbollah opère dans un pays où les Américains ont des partis politiques ennemis de la résistance, des agents de l'Empire comme Samir Jaja, les forces libanaises et d'autres. Ces monstres génocidaires qui ont perpétré les massacres de Sabra et Shatila, entre autres. Le Liban n'est donc pas contrôlé par le Hezbollah. Ils sont constamment poignardés dans le dos. Il leur est bien plus difficile de combattre au Liban qu'il ne l'est pour le Hamas de combattre à Gaza, car le Hamas contrôle ce territoire. Le Hezbollah a fait d'immenses sacrifices. C'est une étoile brillante de l'humanité. Il en va de même pour Ansarullah. Et aujourd'hui, il est bien plus fort, car il a appris quelles sont les capacités du régime israélien et quelles en sont les faiblesses. Le régime israélien est aujourd'hui bien plus affaibli qu'il ne l'était en octobre 2023. Il est beaucoup plus faible, et le Hezbollah se regroupe. Espérons que le régime israélien ne commettra pas l'erreur stupide d'attaquer le Liban, mais le monde ne le tolérera plus. Le monde en a assez du régime israélien. Nous avons vu les immenses manifestations en Italie, en Espagne. Le monde s'est soulevé. C'est l'une des raisons pour lesquelles Trump a présenté ce soi-disant plan de paix. Sinon, pourquoi aurait-il proposé ce faux plan de paix? Pourquoi n'a-t-il pas simplement laissé Netanyahou terminer le travail? Parce que la situation se dégradait gravement sur le terrain et dans le monde entier. Non seulement en dehors des États-Unis, nous avons eu Steve Bannon qui disait « Si Israël veut attaquer l'Iran, allez-y et faites-le vous-même. Nous ne serons plus là pour vous. » Exactement. Et tu vois qu'après la mort de Charlie Kirk, les doigts se sont immédiatement pointés vers le régime israélien, peu importe qui en était responsable. Mais cela montre à quel point ce régime est désormais profondément méprisé. Même parmi ses partisans les plus fervents aux États-Unis, on peut voir ce soutien s'effondrer. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. C'est un honneur, Nima. Merci.